Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut, c'est Florian. Bienvenue dans cet épisode spécial de Fragments d'essence. Aujourd'hui, on a décidé de vous partager notre entretien complet avec Jean-François de l'épisode 36 à Libourne. On a passé près d'1 heure ensemble à discuter et comme l'épisode était déjà très long, on a pris la décision de ne vous partager que les moments les plus marquants et importants de la continuité du podcast. Mais les thèmes qui ont été abordés sont tellement importants, je dirais même fondamentaux, à l'heure actuelle dans notre société. Il nous semblait important de vous partager l'intégralité de cet entretien, du moins l'ensemble des enseignements que nous avons pu en tirer. Au programme, liberté, opinion, découvertes personnelles, histoire, environnement, bref, des sujets importants dans un monde qui bouge, avec des leçons à tirer. À toi, cher auditeur ou chère auditrice, je souhaite une belle écoute, et maintenant place à Jean-François de Libourne. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Ouais, pourquoi pas. Ça vous intéresserait de passer quelques minutes avec nous? Après, c'est quelle tendance que je ne dévie pas trop? On vous guide un petit peu dans les questions, c'est d'ordre assez général, des citations, votre vision de la vie. Voilà. C'est plutôt philosophique, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, comme vous voulez. Nous, on s'adapte. On y va, ouais. Super, merci. Est-ce qu'on peut vous demander votre prénom? Jean-François. Jean-François, Moi c'est Florian. Alex, enchanté. Pour faire un petit peu connaissance, si on vous envoyait sur une île déserte, là maintenant, quels objets vous prendriez avec vous? Je sais qu'en question difficile, moi, je crois que c'est un dictionnaire. Un dictionnaire? Ouais. Alors pourquoi un dictionnaire? Parce que autant les bouquins, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais fini par le lire, à moins que j'ai décidé de l'apprendre par cœur. Et un dictionnaire, ça me permet de voir des mots, que ça m'évade, et puis partant de mots, pouvoir aller assez loin, parce que les mots, c'est une ouverture sur beaucoup de choses, quoi. Puis j'avais lu un truc qui est intéressant, une femme qui avait été prisonnière, je sais plus dans quel, il y a longtemps, hein. Au Tchad, il y a une trentaine, enfin bref, elle disait, ma façon à moi de rester connecté, pas de devenir folle et tout, c'était refermer les yeux, voir dans les quartiers où je vivais, dans Paris, et me sur les bouquins, le titre, tout ça, pour que la mémoire soit tout le temps connectée, que mon champ intellectuel se rétrécisse pas. Bon, puisqu'elle était enfermée, c'est pas que le désir, il y a des choses pas intéressantes. Mais là, il disait, là, c'est une façon de me reconnecter, et quand je reviendrai, pas être trop perdu, si je reviens. Quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait récemment? Récemment? Ouais. Je sais pas, ça peut être très perso, donc je vais pas le dire. Non, ce serait, je sais pas, là, vraiment des compliments sincères, c'est difficile, parce que bon, dans le cadre du boulot, peut-être quelqu'un qui est parti, qui disait que ça avait, par rapport à ce que j'étais, les aspects qui étaient sympas, des choses comme ça, mais bon,
plus beau compliment, c'est être soi-même, je pense. Quand on vous dit restez vous-même, reste toi-même, avec ce que ça implique, s'il y a des valeurs que la personne trouve intéressantes ou belles. Moi, c'est ce que je dis aux gens que j'aime bien, je dis reste toi-même. Comment vous avez appris à rester vous-même? Je sais pas si j'y arrive. Non, je pense qu'on change. C'est ça le problème. Je pense qu'on change énormément. Non, moi je pense qu'en fait les racines, c'est par rapport à nos premiers amours, hein, enfin amour dans le sens large. Moi, je fais un boulot, je suis amené à rencontrer des gens et ils sont amenés à faire des reconversions professionnelles. Et en fait, quand ils sont amenés à envisager des nouvelles orientations, très souvent, ils reviennent sur les choses ils auraient voulu faire jeunes ou ils ont fait longtemps et qu'ils ont aimé. Moi, je pense qu'il faut revenir sur ce qu'on a aimé. Rester curieux, mais je pense qu'on se constitue relativement jeune, à un moment, on sait quel est ce qui nous fait vibrer, et après, il faut essayer de le retrouver. Moi, je sais ce qui me fait vibrer, et j'y vais pas du tout par flemme. Donc, c'est un peu bête. Alors que je sais que ce serait la solution. Mais bon. Mais en même temps, on revient sur ce qu'on aime, et de l'autre côté, je crois que ça me fait penser à ce que j'ai vu il y a assez longtemps. Bon, c'est Edgar Morin, qui est quelqu'un que j'aime bien, qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur plein de trucs. La complexité du monde dans lequel on vit, je pense que c'est grâce à lui que j'ai compris ça. Dans les années longtemps, hein, les années 60. Moi, j'ai plus de 64 ans. Oui, bon. Bref, j'ai lu ça relativement jeune. C'est un des premiers bouquins que j'ai. Et il parle de la complexité. C'était l'idée que les matières, les disciplines sont toutes, cloisonnées. Et lui, c'était avoir une vision globale du monde. Après, c'est une vision, je dirais, limite écologique, où finalement, ça forme un tout. Tout saucissonner, ça n'a pas de sens, soit une vision globale du monde. Et c'est là qu'on trouve des solutions, on comprend les difficultés, les problèmes. Mais pourquoi je vous parle de ça? J'ai un peu perdu le fil. Mais c'est pas grave. C'est très intéressant. Ça fait un bon Non, lien. j'ai perdu le fil. C'est oui, la curiosité. Donc Edgar Morin, je me souviens, j'avais lu un truc de lui. Il disait, pourtant, il était déjà ancien. Il est encore, il est pas mort, mais il a encore toute la cervelle, même maintenant encore. Mais je pense qu'il disait le plus beau, ce qu'il faut, c'est tout plein de curieux. Moi, je pense que et ce qui me manque, c'est le temps. Moi, franchement, on pourrait parler des heures. Moi, ce qui m'emmerde, franchement, c'est que le monde, il est intéressant, il y a 1000 choses à faire, 1000 choses à découvrir. C'est le temps qui manque, le boulot nous prend toute notre énergie. Après une journée de boulot, on rentre, on est fatigué. Ce qu'on pourrait faire, on n'a plus de jus, on aime pour les proches, pour ceux qu'on aime et tout, ou nos centres d'intérêt, on les bâcle parce qu'on a donné toute notre énergie au travail. Et pour un salaire pas intéressant. Après, moi, j'ai la chance de faire un boulot relativement intéressant. Mais c'est un vrai problème, le temps libre, et je pense que les gens seraient meilleurs et il y aurait peut-être moins de problèmes, moins d'addiction, moins de violence si les gens ils arrivaient à se recentrer, se connaître, comme on disait tout à l'heure, et ça demande du temps. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, se connaître et être bien dans sa peau et avec les autres. Après, en ce moment, je suis en RMA parce que j'ai un problème assez important à l'œil. J'ai du temps, sinon je serais court, il faut que je rentre, lâche un bidule et tout. Après une journée de boulot, je serais vidé. J'aurais peut-être moins envie que jacasser, je n'aurais pas eu toute la journée. Donc, vous voyez, je veux dire par là, c'est super important. Le temps libre, c'est le temps de la disponibilité, comme avec vous, là, ce soir, typiquement. Comment on trouve son équilibre, justement? En prenant le temps, mais je le fais pas, hein, je connais pas, c'est comme des trucs, on connaît la recette. Hein. En prenant le temps un peu de se poser un petit peu, réfléchir un peu à ce qu'on a fait dans la journée, à ce que c'est les choses qui ont posé problème. Là, on s'est senti bien, ce qui a coincé, et après dire, là, à chaque fois, c'est ça qui vraiment, en ce moment, est en train de quelque chose qui est toxique. Ça, c'est là que je trouve un plaisir, un équilibre, et on arrive tout le temps à dire, là, en ce moment, il y a trop de trucs qui me polluent, et ça, en ce moment, ça me fait du bien. Et moi, un truc que je fais aussi, c'est particulier, c'est j'ai tendance à noter mes rêves. J'ai la chance, oui, quand même, pas pour ma compagne qui, des fois, je vous écris. La nuit, je fais des rêves. Donc, le matin, quand j'ai le temps, pareil. Quand je vais bosser, ça peut me mettre en retard de retracer mon rêve. Et après, il y a quand même des trucs qui peuvent me remarquer, même complètement anodin. Et après, je l'écris à chaud, c'est mort. Ce matin, cette nuit, j'ai eu ça qui me fait penser qu'en ce moment, j'ai des difficultés pour telle raison, chercher une porte qui ne s'ouvrait jamais, je décris dans tous les sens, je n'avais pas trop le temps, et je me dis, en ce moment, je suis stressé, au contraire. Après, je les relis jamais, hein, j'en note pas mal, je les relis pas, mais finalement, je suis sûr que là, il y a une matière première intéressante. Pour voir justement comment on revient, comment on évolue. Je suis sûr que si je relisais les rêves anciens, on voit un continuum. Mais bon, ça c'est pas l'introspection, hein, c'est pour éviter ça évite d'aller rencontrer un psy ou quoi qu'est-ce, qu'on rencontre des trucs. Moi j'essaie de le faire en une sorte d'auto-analyse.
comme ça, tout à fait en amateur, hein, genre, comme ça, un peu en intuition, je lis des choses, c'est moi ce truc qui revient, et c'est quelque chose qui en son me tracasse. Au contraire, ça c'est un truc que je fais plus du tout, ça c'est qui m'a angoissé à 5 ans, ça me fait rigoler, vous voyez, mais bon, c'est vraiment tout à fait en amateur. Puis je trouve ça amusant, le rêve par définition, c'est un truc qui est ouvert. Bon, un peu, c'est super intéressant. C'est vrai, des fois c'est marrant, des fois c'est pas moins drôle, enfin, il y a de tout, quoi. Non, bah, c'est une super belle démarche, je l'ai noté en tout cas. Ben, ça prend du temps, le problème c'est que j'écris très mal. Des fois pas trop le temps, donc j'arrive pas à m'en lire. Donc après, je me force à un tout petit peu pouvoir me dire si un jour je les relis, que ce soit à peu près lisible. Donc refaire les lettres que je lis vite, les. On aime bien demander aux inconnus du quotidien aussi s'ils ont une question à poser aux prochains inconnus qu'on va rencontrer. La dernière personne qu'on a rencontrée a une question pour vous. Comment feriez-vous pour rendre les gens plus respectueux et plus responsables dans l'environnement, au quotidien, Dans la ville, dans la ville? Dans la ville, Ouais. c'est quelqu'un qui se pose la question comment rendre les gens plus respectueux de leur environnement. Je sais pas, ça c'est difficile. Les rendre, ben, c'est peut-être refuser une forme de banalité quand des choses dégradées ou des comportements qui nous choquent un peu. Pas dire que c'est normal et que c'est comme ça et que finalement tout le monde s'en fout et qu'on peut rien faire contre. Éviter une forme de fatalisme. Sinon, la question c'est se rendre compte comment réagir, comment trouver des solutions. C'était quoi la question? C'était Comment les responsabiliser Comment responsabiliser? Ouais. Responsabiliser. Je sais pas comment responsabiliser les gens. Je pense que les gens sont informés, c'est comme tout, hein, dans toutes les conduites qu'on fait qui sont jugées négatives, les gens sont informés. Les gens quand ils conduisent ils le savent, les gens qui picolent trop ils le savent, les gens qui... Bon, tout le monde sait quand ils font des choses qui sont un peu les limites, ils le savent, ils ont des responsables. Jeunes peut-être pas, très jeunes on ne sait pas, après on est informé, après c'est les choix perso et bon après les gens sont... Après ce sera les conséquences de leurs actes à la rigueur. Conséquences, le coût financier, le coût humain, le coût... par exemple, si on prend effectivement le coût social de l'alcool, du tabac, de la drogue et tout, enfin, le coût social de l'alcool, par exemple, ici, c'est archi tabou d'en parler, l'alcool, c'est vraiment un haut lieu. Hein. Bon, je suis désolé, hein, mais bon, le coût social de l'alcool, c'est violence conjugale, c'est les accidents de travail, c'est les accidents de voiture. Le coût social de l'alcool, il est peut-être 10 fois supérieur aux gains liés à la vente d'alcool. Par exemple, bon, moi, c'est des trucs comme ça... moi, j'ai rien contre l'alcool, hein. J'ai pris des piqûres, je ne prends même pas, bon, peu importe, mais prendre conscience quand on boit que les conséquences, quand on va faire un truc, on prend de la bagnole et tout, ou des choses comme ça, évidemment, mais les gens le savent et les gens sont informés, je pense. On est comme une époque, on est surinformés. Surdésinformés, mais surinformés. Il y a les deux, hein. Il y a des deux. M'ont préparé des heures et des heures, moi je suis bavard. Vous savez. Justement, on a parlé aussi de liberté. On a un proverbe sur la liberté de Jean-Jacques Rousseau. Le proverbe à analyser aujourd'hui, c'est « L'homme est né libre et partout, il est dans les fers ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah c'est sans doute vrai, d'une certaine façon. Enfin, est-ce qu'il est né libre? Il y a des contraintes à la base, à la naissance sociale. Là où on est, la chanson classique, on n'est pas né égaux là où on est, etc. C'est quand même un petit peu, donc on est libre par rapport à d'autres pays. Bah, je pense que c'est justement, moi je pense qu'on est quand même un pays libre, enfin peut-être moins qu'avant. Moi je suis persuadé qu'on a une difficulté par rapport à l'expression de la parole. J'en suis persuadé. On n'arrive plus à parler simplement, sans penser que ça va dévier, que ça peut être repris, etc. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps, une femme qui disait dans le temps, on pouvait dire quelque chose, c'était un peu du off et tout, il n'y avait pas de conséquences, on pouvait un petit peu, même si on a un peu dérapé, c'était rien de grave, bien sûr. Maintenant, le moins de trucs sortis du contexte, ça peut être amplifié dans les 3 jours, c'est montant en épingle et vous êtes dézingués. C'est hyper dangereux, donc les gens n'osent plus parler. Je pense que les libertés, on l'avait, mais maintenant, on a tellement peur de se faire dézinguer que tout le monde se tait, donc les gens... ils disent les choses d'une façon feutrée, masquée. Tout le discours sur le racisme, sur plein de choses. L'intolérance, c'est des choses que les gens disent pas ouvertement. C'est masqué avec des mots qui permettent de ne pas être attaqué, alors qu'en fait, derrière, il y a un discours qui est parfois un peu violent ou autre. Bon, c'est un peu... On est dans une forme d'hypocrisie. On a l'impression qu'on peut parler, mais en fait, si on dit ce qu'on pense réellement avec les mots, on va choquer. Moi, j'aime bien l'humour noir. Moi, des fois, j'ai des trucs concernant l'humour noir. Les gens me regardent bizarrement parce qu'ils pensent que
ça les dépasse un peu qu'on puisse se dire des conneries, quoi. Oui, c'est l'humour noir, donc par définition, c'est trash, quoi. Bon. Alors, pour répondre à cette question, ouais, je pense que la liberté est quelque chose dont on n'a pas conscience, qu'on peut la perdre relativement vite. On le voit en Ukraine, hein, c'était un pays qui était libre, il y a un pays qui fait une agression, maintenant il y en a qui prétendent qu'ils n'auraient jamais dû se défendre. En gros, c'est qu'on veut la guerre. C'est quand même... moi, je suis un tout petit peu effrayé quand même. Un petit peu effrayé. La puissance que peuvent prendre des... Oui, pour le cas de l'Ukraine, c'est quand même assez hallucinant qu'un pays... européen, enfin peu importe où il soit, un pays soit envahi et que finalement il ait des comptes à rendre. C'est un peu, donc là, il y a un truc qui se passe au niveau géopolitique, là, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est d'un niveau, moi, jamais vu, je pense. Moi, je m'intéresse un peu plus qu'avant à la politique ou choses comme ça, mais là, je pense que c'est du jamais vu. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose de très, très, très dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle pour essayer de contrer? Contrer quoi donc? Restriction de la liberté. Ben non, moi je pense qu'il faut parler avec les gens. Moi je pense que moi je suis effectivement, je dis mon âge, un des plus âgés au boulot. Les personnes arrivent dans le travail, ils voient pas les évolutions. Moi je vois dans le travail des évolutions que je juge pas forcément positives. C'est pas que je suis tout le temps à râler ni quoi qu'est-ce. Moi je vois des tendances, des choses qui viennent. S'il y a que le recul qui nous permet de voir que les choses se dégradent. Et pour eux, ça va pas être normal de se comporter comme si, je prends au niveau du management, etc. Moi je vois des choses qui me paraissent pas tout à fait normales. Et j'essaie un petit pas de les alerter, mais je leur dis ouais, mais je trouve ça bizarre parce que moi j'ai l'impression qu'avant c'est quand même plus comme c'est pas être passéiste ou autre, c'est les gens qui veulent toujours le passéisme avant. Mais dire que moi je vois des tendances un peu lourdes où pièce par pièce les choses se démontent et c'est des choses qu'on voit, des acquis qui sont perdus. Et après un acquis perdu on le retrouve pas forcément facilement. Parler avec les gens, prendre du temps pour parler avec eux, ça c'est important. Mais puis aussi tous les combats qui ont été menés dernièrement en France, moi je parle de la France, ils n'ont pas été couronnés de succès. Alors, les gens qui ont eu des formes de mécontentement, les seuls qui ont été, à mon avis, après c'est très personnel comme point de vue, les seuls qui ont été vraiment écoutés, c'est les agriculteurs. Il y a un an, j'étais à Perreux, salon de l'agriculture. Le hasard fait que j'étais au Paris. Je prenais un café, il y avait un écran géant, vous voyez, un président qui était houspillé par la foule. Il y aurait 10 Pékin avec des trucs, gilets jaunes, ils se seraient tous défoncés la gueule. C'est clairement, moi j'ai vu ça, je dis, ils peuvent y aller franco, on peut. Excuse-moi, je dis ce que je pense. Comme ça. On voit des agriculteurs qui balancent des trucs du poing sur les façades, ça coûte du pognon, on parle exactement de l'environnement et tout. Et les CRS regardent, ils sont comme ça, on leur dit on fait quoi? Ben non, c'est normal, c'est folklorique. Alors que des gars, ils revendiquent pour leur croûte et aussi leur croûte, mais des choses différentes, ils vont se faire castagner. Donc, des choses qui me gênent un peu. Certains peuvent s'exprimer, d'autres pas, et ça, il y a une inégalité de traitement qui est très, très, très marquée quand même. Moi, j'ai vu des gens se faire des manifs très violentes, là, c'est passé on va dire en Palestine, pour bien comprendre, il y a 2 ans, là, c'est ça, 2 ans déjà, 1 an et demi. 1 an et demi, il y a des manifestations qui ont été vachement réprimées, alors qu'ils expriment simplement le fait qu'ils ne trouvent pas normal qu'il y ait un génocide. Bon, je m'égare. Mais bon, moi je trouve ça intéressant de parler parce que finalement, vous savez, l'émission là, je la regarde pas, mais j'en ai entendu parler avec Hanouna là. Il pense supprimer sa chaîne, il fait la victime, c'est moi qui représente la voix du peuple et tout. Enfin, il fait la victime, alors qu'il a été condamné pour plein de déviances par rapport à ce qu'il a dit, les comportements et tout. C'est un peu facile. Mais moi, après, je vous embête peut-être, je suis bavard. Absolument pas. On est là pour ça. Moi, j'ai l'impression, je comprends pas trop le phénomène, mais j'ai essayé de... les personnes qui s'expriment et qui ont l'impression, c'est très particulier, je sens qu'il y a un retournement les gens qui sont en train de retourner le cerveau, les gens qui ont le temps de s'exprimer pour... exprimer des sortes de dysfonctionnements et mécontentements. Maintenant, c'est repris par les gens qui sont, on va dire, d'extrême droite et qui disent qu'on nous interdit de s'exprimer. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si je suis très clair, je pense pas, mais c'est des personnes qui disent, certains ont le droit de s'exprimer, et nous, quand on s'exprime pour dire que eux, ce qu'ils disent, ça ne nous convient pas, on nous demande de la fermer. Alors que les libertés, c'est pas forcément les personnes qui, historiquement, ont été les plus à même d'amener les libertés de dialogue. Bon, il y a une sorte de retournement, de manipulation par rapport à ça, et qui est un peu dangereux, parce qu'on a l'impression que des personnes, on peut tous se faire piéger par cette sensation que c'est eux qui sont les porteurs de la liberté d'expression.
Et c'est très complexe, parce que c'est justement des schémas, des façons des mots qui un peu passe-partout qui embrouillent, quoi. Quel conseil vous donneriez pour être plus vigilant face à ces discours-là? Je sais pas, je crois qu'il faut rencontrer des gens différents. L'entre-soi, moi, c'est un truc qui me fait peur. Moi, vous voyez, ma fille, elle a une vingtaine d'années. Elle est pas mal, elle est un peu sur les réseaux sociaux, mais pas exagérément, malgré tout, par rapport à ses centres d'intérêt, par rapport à sa vision du monde, elle va sur les trucs qui renforcent ses certitudes. Donc finalement, on pense quelque chose, donc des choses qui renforcent ce qu'on dit. Donc quand on dit, il y a un écho, on dit, je me vois la preuve, je l'ai lu, machin, bidule. Et on va jamais dans la contradiction qui permet de finalement se mettre en doute sa propre parole et progresser. Et moi, ça me fait un peu peur parce que, peur dans le sens où s'il n'y a pas des petites contradictions, dans le sens on n'évolue pas en restant dans sa bulle, on est certain qu'on a la vérité, et les autres, c'est ceux qu'on tord, c'est un peu les... Mais ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Mais là, c'est renforcé par cet effet de renforcement de micro-bulles. De micro-bulles, et moi, ce que j'observe, c'est les gens ils n'arrivent plus à, justement, on parlait de transdisciplinarité. Les gens sont chacun dans leur univers et les gens n'arrivent plus à communiquer entre eux. On est tous dans des petites bulles. Des petites communautés. Pour ça, moi, je refuse. Moi, je suis capable, c'est pas une question d'âge. D'être sur les réseaux sociaux, c'est que on crée des bulles, on crée des univers qui permettent pas de voir le reste. Et moi, je me force à lire des choses un peu à droite à gauche. Mais j'ai pas beaucoup de temps, mais peu importe. Mais je veux dire, j'ai peur de m'enfermer dans une bulle, que ce qu'elle soit familiale, amicale, etc. Bon, sphère privée, bien sûr, j'allais là, mais la sphère un petit peu comme ça, soi-disant les groupes et tout, je suis un peu. On reste dans ces certitudes, donc je crois qu'on en a. Moi, ma fille qui a des idées politiques, c'est très bien. Elle est un petit peu en ce truc-là. Quand on dit un mot, il y a un mot déclencheur, elle est partie, ça elle est partie, et hop, bon, c'est bon là. Bon, vous avez peut-être des enfants, et vous voyez comment ils sont parfois. Encore, mais même jeunes, parfois ils ont très vite des certitudes. Là, c'est embêtant d'avoir des certitudes. C'est bien d'en avoir quand on a des idées, qu'on est certain qu'elles sont bonnes. Bon, il faut des certitudes, ça fait avancer, c'est le carburant. Mais il faut savoir aussi les remettre en question. Si on peut. Et puis accepter la contradiction et pas être certain qu'on a raison, quoi. Et moi, je me trompe sur plein de choses, je suis persuadé, mais j'ai peu de certitude. C'est le seul truc dont je suis certain. c'est une bonne position. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est trop risqué d'être... Moi, j'étais sûr de trucs plus jeunes, je me perçois qu'il y a pas mal de trucs auxquels j'ai cru, auxquels je crois plus. Alors, soit c'est la division, soit mais j'ai jamais eu un discours, politiquement très marqué, dans le sens où je ne dis pas que je suis une girouette, mais j'ai jamais voulu être forcément sur une position et m'en tenir, et être une sorte de me créer mon propre ghetto, quoi. Parce que le monde évolue, donc les idées, forcément, on change. Et il faut savoir évoluer avec lui. Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question aux prochaines personnes qu'on va rencontrer? Non, moi je pense que moi je suis au niveau effectivement de la liberté d'expression, au niveau de que c'est quelque chose de fragile, quelque chose qu'il faut protéger, éviter de s'enfermer dans des réseaux qui laissent l'illusion de discussions ouvertes, alors que très vite je pense qu'on crée de l'autocensure. Quelqu'un qui va trop loin très vite, déjà il y a des contrôles en quelque sorte, mais après moi, je crois qu'il faut essayer d'avoir une parole un peu libre, si on peut, sans tout le temps dans la provocation, mais une parole un peu libre. Et quelque chose qui est bien aussi, c'est se couper de l'information, des fois prendre du recul, pour justement se recentrer sur soi un peu. Et moi, je lis très peu, en fait. Je suis abonné à un journal, j'ai un peu sur Internet 2-3 trucs, mais c'est vraiment... non. J'évite d'être surinformé, parce que c'est hyper stressant, effectivement, quand on regarde les journaux. En particulier, ça peut être très vite déprimant, quand même. Je connais. Il n'y a pas que des choses gaies. Oui. Donc la question qu'on retient alors, c'est comment préserver la liberté d'expression pour vous? Un petit peu, ce serait est-ce qu'on est vraiment au quotidien conscient de la chance qu'on a, bon, déjà d'être dans un pays en paix, quand même libre, pays libre. Bon, il y a des difficultés évidemment dans tous les niveaux, politiques, économiques, sociaux, écologiques et tout ça. Malgré tout, dans un pays qui est super beau, et avoir conscience que on a une qualité de vie, on a énormément de choses qui devraient nous rendre heureux. Et pas faire les enfants gâtés, quoi.
Moi, je pense que vraiment, moi, au quotidien, je vis simplement, vous voyez, les choses simples. Et on est dans un pays qui est campé, c'est déjà fondamental. Moi, je suis un truc qui ça me fait mal. Et Savoir merci. c'est des gens disent ils pensaient pas revivre ça leur vivant, c'est une crise limite, on est dans un climat de guerre, on parle d'armement, tout l'argent qu'on passe en ce moment depuis cette guerre et tout, différentes guerres, pas que celle-là, mais l'Ukraine et tout, mais tout cet argent devrait être consacré à la transition économique, toute cette énergie, toute cette intelligence pour détruire l'autre. Il y a des gens qui sont des heures entières à réfléchir comment faire face à une agression cocasse, trouver des armes et tout. Si on prenait toute cette intelligence collective pour essayer de sauver la planète, je pense que là, on ferait preuve d'intelligence. Personnellement, pour moi, c'est le seul combat. Quelles que soient les idées politiques, c'est vraiment le combat de tous. Moi, je pense que depuis le Covid, très naïvement, j'ai cru que, comme on disait tout à l'heure, c'est un moment s'est posé, on allait plus bosser, on a vécu plus ou moins bien, seulement entre l'habitat, plein de choses, et pour les gens, c'était une catastrophe, donc ça a été très bien. Bon, bref. Moi, c'était plutôt bien. Malgré un contexte familial très difficile, des décès, plein de trucs, c'est des choses, bref. En attendant, c'était un moment où on s'est posé, on a réfléchi les choses sans se donner le temps. On ne dit pas tous les matins, on prend une routine, il faut que j'y aille. Alors, puis, redonner du sens à lui, le rythme descendait, déjà on était sur plein de trucs. Moi je me baladais ici, c'était beaucoup plus... Bon, et certains, moi des gens, puis même j'ai lu à droite à gauche, disaient, bon maintenant on voit que quand il y a quand même des dauphins qui revenaient dans Venise, on a vu quand même très vite la qualité de l'air s'améliorer, on s'est dit, on a bien conscience que l'homme c'était un animal, le vrai prédateur de la planète, un animal pouvait... Et on a pris conscience, on le savait, mais là, c'était une situ, quoi. C'était vraiment l'air était différent, les lumières étaient plus belles, moins de pollution, moins de bruit, les gens étaient normalement, bref, un peu moins stressés, sauf ceux qui n'avaient pas le bon environnement au sens large. Et puis on s'est dit, on ne pourra pas revivre comme avant, on pourra pas. C'est comme les guerres, plus la dernière, c'est-à-dire DDR, plus jamais ça. Bon, et moi, c'est ça, moi, ce qui m'ennuie vraiment, c'est qu'il se passe des choses, on prend conscience de ce qu'on pourrait faire de mieux et on repart comme avant. Ça, c'est un constat d'échec, mais vachement, l'espèce humaine, elle est à la fois hyper intelligente, archi brillante, c'est monstrueux de cette capacité à faire de créer du beau, la beauté, l'esthétique, l'art, tout ce qu'on veut, et en même temps créer l'horreur, la laideur. Dans le cerveau humain, il y a un truc qui est moi, quand on dirait un truc, je sais pas comment on est foutu génétiquement, quand alors on a cette intelligence, c'est qu'on avait un truc à mettre du négatif ou l'or, dire stop. Et ben non, il y en a que ça fascine. Vous voyez, personnellement, c'est bon, peut-être lié à une histoire perso, lié à la violence, un truc. J'ai pas vu de violence, mais j'ai vu des choses trop jeunes sur la violence, très concrètement. Après, ça peut vous intéresser si un jour vous êtes amené à. Moi, j'ai vu, je suis donc en 60, j'ai vu trop jeune des images de guerre. C'est l'époque où on montrait la guerre, on l'a montré. Moi, je vous assure qu'on montrait. On l'a montré à l'école. À l'école, ouais, au lycée, on m'a montré des trucs sur la Shoah j'étais à un âge où j'étais peut-être un peu fragile, c'était trop. On voit des bulldozers qui poussent des cadavres dans des fosses. Grande salle. Je connaissais, mais bon. Et donc, j'ai vu trop jeune, ça j'en veux un peu à mes parents qui étaient abonnés à un journal, un magasin à l'époque. J'ai vu des trucs concernant la guerre du Vietnam, trop jeune, ça m'a. J'étais enfant, je dis c'est ça le monde des adultes, j'ai pris une grosse claque. Là, je suis lui on appelle ça pas puéril, naïf, non, c'est pas naïf, c'est le terme. Pardon, Innocence. Voilà, innocent. Je suis passé innocence à adulte, avec les pires aspects, l'horreur, la guerre et tout. Oui, j'en parle il y a plus de 50 ans. Plus de 50 ans, c'est monstrueux. Bon, il faut faire attention à ça. Je pense qu'on est tous avec nos fragilités. Je pense que la banalisation de la violence, moi, je ne vois aucun film de guerre, je peux pas. Je vais voir des films, justement, j'ai vu Apocalypse Now plusieurs fois. Parce que tellement j'avais un truc par rapport à l'horreur de la guerre que j'allais le voir pour que ce soit une sorte de catharsis. Tellement j'arrive pas à voir des films de violence, j'aime pas l'action, dès qu'il y a des trucs, des flingues et tout. Je comprends. Moi, je suis bizarre, je sais qu'il y a très peu. Il y a des gens qui aiment bien l'action, la violence. Moi, j'ai pas que je suis un saint, je me suis bagarré, je peux être violent quand il le faut, je peux être bagarreur, il n'y a aucun problème. J'ai pas un problème. La violence sur ma défense, je sais. Si une zodiacale, les rats. Un rat qui est dans un coin, qui est coincé, il va se défendre. Ça m'est arrivé dans des situations de me défendre.
J'ai pas peur du tout de conflits quand il faut. Mais la violence pure, et les gens qui se délèguent de violence, moi j'ai lu un truc, ils disaient qu'en fait, quand il y a des films d'horreur, c'est une forme justement de catharsis. Ils disaient après, ah la vache, ça fait du bien dans une maison, il n'y a pas des monstres partout, ça craint pas, quoi. Mais c'est quand même bizarre, cette fascination pour le macabre, ouais. Moi, je préfère qu'on parle de beauté, on ne parle pas beaucoup de beauté, on ne parle pas tellement d'amour, on ne parle pas de tout ça. Et je ne suis pas naïf complètement, mais regardez la moitié des films, sur quoi c'est, quoi. Je veux dire, c'est des trucs qui marchent bien, c'est pas toujours bisounours, quoi. Dire que moi, ce qui m'a fait peut-être très jeune, le fait d'avoir refusé de faire l'armée, je ne suis pas du tout fasciné par les armes ni quoi que ce soit. J'ai un peu de peine avec les chasseurs, oui, tout ce truc par rapport à le meurtre, c'est lié à l'horreur de la guerre. Et donc le fait d'avoir vu, c'est peut-être traumatisant, mais moi je suis content de toute ma vie avoir pas lutté, mais avoir des positions vraiment contre la guerre. Je dis pas qu'il faudrait se battre, je sais pas, effectivement, s'il y a eu la guerre, si on était armé, je sais pas ce que je pense pas que je serais collaborateur. Je pense que je serais résistant. Je n'aurais pas peur du coup de prendre les armes, mais contraint et forcé, mais sans fascination. Ils n'ont pas ceux qui allaient en disant ça va être une partie de plaisir. Là, moi, je pense qu'on va vers des choses difficiles. Tout cet argent qui est utilisé pour peut-être réarmer quand même l'Europe, c'est quand même incroyable, alors qu'on a des choses plus importantes à faire, plus vitales pour nous tous. Enfin, sauver les libertés, c'est vital aussi. Hein. Donc, vous voyez, tout est difficile, tout est complexe. Moi, j'ai pas de solution. C'est des situations. Je trouve archi critique en ce moment. C'est compliqué. Hein. Bon, merci. Hein. Ça fait du bien de discuter avec vous. Non, c'est un plaisir. Vous avez notre adresse mail sur la carte de visite. Si vous avez le moindre doute, même des trucs que vous voulez supprimer, des passages, non, moi, votre prénom, ça peut être n'importe quoi. Je dis tout en nature juste... et sans filtre. Et j'aurais pas aller plus loin, non, mais moi, je dis des choses et je peux revenir dessus après. Moi, c'est un truc qui est vachement important aussi. Effectivement, si je disais un truc qui était faux, après, par honnêteté, dire là, j'ai exagéré, j'ai un truc qui est faux, j'ai cité un chiffre qui est pas bon, j'ai exagéré. Donc, je pense que j'étais un peu dans des trucs très, très général. Donc, j'ai pas pris. Mais par contre, un truc vrai, ça met des fois pas avec des personnes. Dire un truc pensant que ça peut les avoir influencés, et non, simplement une certaine honnêteté intellectuelle, si on a un truc qui est faux, on dit non, je suis trompé. Ça, c'est super important. Moi, je pense ça, des fois, c'est. J'y repensais forcément là. À ce qu'on a notre échange, là. Je vous remercie. J'aime parler, hein, c'est un peu narcissique, hein, peut-être parler absolument des choses intéressantes. Je suis pas sûr que ce soit intéressant, très bas, j'en sais rien. Mais en attendant, c'est super important parce que moi j'adore parler avec les gens au hasard. Moi j'adore le hasard et pour ça je prends les transports en commun et des fois ça me parle avec les gens. Il y a des choses très perso parce que je sens une confiance et on a envie de parler. Et puis les gens qu'on côtoie toujours, on n'a rien à leur dire. Très paradoxal. Merci, monsieur. Merci. Bravo. Bonne journée. Allez, bonne continuation. Au revoir. C'est en confrontant les opinions, les points de vue, que l'on obtient une meilleure vision globale de ce qu'est le monde, la société aujourd'hui, et que l'on peut ainsi le faire avancer. Tout en nuances, Jean-François nous a parlé de découverte et d'observation de soi, de curiosité, de responsabilité environnementale, d'engagement face à la complaisance et à l'inaction, de liberté, de biais de confirmation, de cristallisation des débats et de sectarisme, ou encore d'histoire, et de la nécessité de la garder à l'esprit pour éviter de reproduire les erreurs de nos aïeux. Discuter avec Jean-François a été pour moi comme pour Alex assez rafraîchissant. Rafraîchissant parce que ce genre de rencontre confirme et renforce notre volonté de répandre fragments d'essence et d'inciter au partage et à la compréhension mutuelle. J'espère que ce petit épisode extra t'aura inspiré, peut-être invité à la réflexion. Si c'est le cas, notre objectif est rempli. Et comme d'habitude, on remercie chaleureusement Jean-François pour son partage très complet et, comme je le disais tout à l'heure, fondamental dans les temps qui courent. Je te souhaite une très belle journée ou fin de journée. Prends bien soin de toi et des personnes qui t'entourent. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode régulier. Salut!
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.